Bienvenue à chacun pour cette 4e séance. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter notre prochaine conférencière, Madame Barbara Thériault, professeure titulaire du département de sociologie. Madame Thériault se distingue dans l'expertise des domaines suivants: la sociologie de l'Allemagne contemporaine, la théorie sociologique, le feuilleton, la sociologie des religions. Madame Thériault exerce également les fonctions suivantes. Elle est membre du Centre canadien d'études allemandes et européennes. Avec ses collègues, elle travaille sur une relecture des auteurs classiques de la sociologie allemande à la lumière d'enjeux actuels. Madame Thériault est également responsable de la rubrique feuilleton dans la revue Sociologie et Société. Elle nous fera part d'une allocution intitulée « Le mariage secret, religion et classe moyenne en Allemagne de l'Est ». À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez bien? Super. Depuis 4 ans, je mène une recherche de type ethnographique, donc sociologie d'observation, auprès d'un groupe de parents d'une ville de taille moyenne dans l'Allemagne post-communiste. Cette ville, elle s'appelle Erfurt. C'est la capitale de la province de Thuringe. Et la spécificité de mon projet, c'est que cette recherche, les résultats, je les publie dans un quotidien. Donc, je travaille sur le quotidien que je publie dans un journal quotidien de la ville. Et donc, les participants de mon étude, ce groupe de parents issus de ce que j'appelle le milieu de la société, sont aussi en partie mes lecteurs. Ce qui amène toutes sortes de particularités dans le style d'écriture. Pour écrire, je m'inspire beaucoup d'un auteur qui s'appelle Siegfried Kracauer, qui est un journaliste, un sociologue allemand qui a écrit surtout dans les années 20, début des années 30, 1930-1920. Et Kracauer est connu pour l'écriture de feuilletons. Qu'est-ce que sont les feuilletons? Ce sont des textes courts, ironiques, amusants souvent, qui vont lier sociologie, littérature et reportage. L'an dernier, j'ai publié 12 textes à nature sociologique ou feuilletonesque et je prévois en publier autant cette année, encore une fois, sur ce projet qui porte sur une sorte d'étude de la transformation post-communiste, mais vue par le bas, dans le quotidien des gens que j'étudie. Ce n'est pas un projet qui porte particulièrement sur la religion, mais au départ, à l'origine de ce projet, il y avait la religion. Il y a un détail dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, qui a suscité une certaine réaction et qui est donc... Je vais vous raconter deux phases de cette recherche qui sont liées à ce détail et à une observation qui concerne la religion, ou du moins les églises. Alors, l'histoire commence il y a quelques années. J'étais chercheur invité dans une autre ville allemande qui s'appelle Leipzig. Et c'est alors que j'ai observé qu'il y avait un nombre élevé d'enfants qui participaient à l'enseignement religieux dans le lycée public que fréquentait ma fille. L'Allemagne de l'Est, il faut savoir, c'est une région qui se targue, qui a une certaine identité séculière, qui est reconnue pour être une région des plus séculières ou sécularisées au monde. Alors, considérant tout ça, et l'arrière-fond, c'est que j'avais travaillé dans ma thèse de doctorat sur les églises catholiques et protestantes en Allemagne de l'Est dans les années 90. Le détail, ce nombre élevé d'enfants dans les cours d'éducation religieuse, ça m'avait étonnée. J'en avais fait part à une collègue spécialiste des religions à Leipzig et elle m'avait dit « Barbara, ce n'est qu'une simple anecdote. » OK. Mais j'étais quand même intriguée, vous pouvez vous imaginer, et j'ai décidé de jeter un coup d'œil à la statistique scolaire de la ville d'Erfurt, cette ville qui devait devenir au centre de la présente recherche. Les chiffres pour l'année 2012-2013 montrent que mon observation n'était pas seulement une simple anecdote. Entre 25 et 40 % des enfants d'âge scolaire avaient pris part cette année-là à l'enseignement religieux, en grande partie protestants, mais aussi un peu catholiques. Et de ces enfants, 42 % n'étaient pas baptisés. Et si on ajoute à ces chiffres les enfants qui sont inscrits dans des lycées confessionnels où l'enseignement religieux est obligatoire, on peut penser qu'à peu près 45 % des enfants font l'enseignement religieux et 55 % les cours d'éthique, qui sont aussi des cours au choix obligatoires. J'ai voulu à quelques reprises partager ce chiffre, mais toujours avant que je puisse finir une phrase, on s'empressait de m'interrompre et on me disait « Barbara,
ça ne veut pas dire que les enfants ou leurs parents sont religieux, voire croyants. Bien, je sais. Quand on demande aux parents les motifs qui avaient fait en sorte qu'ils avaient inscrit leur enfant à l'enseignement religieux, ils répondaient des choses comme « l'enseignante est sympathique »,« l'amie de notre fille est inscrite »,« la religion relève de la culture générale ». La variété de ce genre de réponses n'efface cependant pas la question, l'attrait qu'exerce l'enseignement religieux chez les populations qui se disaient à l'époque athées ou non confessionnelles. Bien que, ou parce que personne ne voulait entendre parler de mon sujet, je me suis mise à la recherche d'explications qui rendraient compte de l'attrait de l'enseignement religieux, notamment chez les familles qui n'étaient pas baptisées, qui n'avaient aucun lien avec l'Église. En plus du taux de participation, la statistique scolaire d'Erfurt montre autre chose. Il y a plus d'enfants qui prennent part à l'enseignement religieux dans les lycées que dans les écoles régulières, les Regelschulen. La même remarque vaut également pour les classes spécialisées en musique. On a plus d'enfants qui participent à l'enseignement religieux que dans les classes régulières. On rencontre plus d'enfants qui participent à l'enseignement religieux dans les quartiers dits bien situés, prisés, que dans les quartiers qui sont moins bien prisés. J'ai éventuellement écrit un texte sur ce détail qui était agaçant pour mes interlocuteurs et je l'ai appelé « Le mariage secret, religion et classe moyenne en Allemagne de l'Est ». J'ai avancé l'idée que la participation à l'enseignement religieux témoignait d'un désir de faire partie de la bonne société. Bien que mes partenaires de discussion en Allemagne de l'Est ne parlent pas de la chose ainsi, ils trouvaient quand même l'idée pas trop agaçante, du moins pas comme mes premières conversations avec eux. Si je me contentais de parler de Erfurt et non de l'Allemagne de l'Est, Erfurt considérée comme une ville aux dizaines de clochers, ils trouvaient même l'idée séduisante, cette idée de faire religion parce que ça fait bien, ça fait bonne société. Après avoir publié mon texte, j'ai reçu du courrier. Un télégien m'a écrit « Je viens tout juste de lire votre texte sur le mariage secret entre religion et classe moyenne. L'idée est juste et en effet si évidente que je ne l'avais pas remarquée. » Mon texte n'agaçait pas parce qu'il ne remettait pas en question le caractère fondamentalement singulier de l'Allemagne de l'Est et il ne parlait en fait pas trop de religion. Je parlais d'une tendance bourgeoise, pouvait-on dire. Ça, c'était en 2014. Depuis, l'hypothèse du mariage secret entre religion et classe moyenne m'ennuyait, aussi un peu le milieu de la société, mais ça, c'est une autre histoire. Et je travaillais à d'autres thèmes. J'ai écrit sur des textes sur la culture du sauna, sur les bars aux noms exotiques, sur des chemises à carreaux. Et quand je me suis intéressée aux questions de sens, j'ai interrogé les participants de l'étude sur de possibles tatous. Qu'est-ce qu'ils inscriraient s'ils avaient à faire un tatou? Mais encore une fois, et je ne sais pas trop pourquoi, j'ai jeté un coup d'œil à la statistique scolaire sur l'enseignement religieux. Rien n'avait vraiment changé. Alors que j'avais observé une légère mais constante hausse des taux de participation entre 2007 et 2012, la situation était depuis constante, du moins sur le plan statistique. Sur le plan discursif, je notais cependant un changement. J'étais de retour à Erfurt l'an dernier, j'étais en sabbatique en 2017, et j'ai de nouveau rencontré les gens que j'avais contactés lors de du début de la recherche, dont un couple qui était anti-enseignement religieux. Et ce couple-là, je ne l'avais pas revu depuis un certain temps. Et pour être poli, je leur ai demandé si leurs jumelles, ils ont trois filles, si leurs jumelles faisaient la Jugendweihe cette année. La Jugendweihe, c'est une cérémonie de consécration civile que les communistes avaient réintroduit, ça existait au 19e siècle, en Allemagne de l'Est, en 1954, pour faire concurrence à la confirmation catholique et protestante. Et cette cérémonie-là est dans cette ville toujours très populaire, ce qui est aussi une petite énigme intéressante. Je savais que leur fille la plus âgée avait pris part à cette cérémonie il y a quelques années. Donc, est-ce que les jumelles ont participé, oui ou non, à la Jugendweihe? Non, m'ont-ils répondu sur un ton d'évidence. Elles ont fait la Lebenswende. Bon, j'explique un peu. La Lebenswende, c'est une cérémonie organisée par l'Église catholique pour des jeunes soi-disant non confessionnels, c'est comme ça qu'on les appelle, et c'est une alternative à la Jugendweihe, cette cérémonie post-communiste, si on veut. La réponse du couple m'a un peu déconcertée parce que
il s'agissait de ma famille RDA, République démocratique allemande. Ils étaient tellement typiques, représentatifs d'un milieu séculier. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'ils pratiquaient du sport à un niveau professionnel en partie, du sport de haut niveau. Ils avaient une attitude en partie positive à la RDA au début de notre relation et ils n'entretenaient aucun lien biographique avec les églises. Parce que parfois, les gens en Allemagne de l'Est, ils ont des grands-parents ou des parents qui ont été baptisés, mariés religieusement, etc. Eux, rien. Après la rencontre avec le couple, donc j'ai remarqué, j'étais plus attentive à un changement discret, mais néanmoins bien distinct lors de conversations. Un père dont la fille avait pris part à la Limswende, cette cérémonie catholique pour non-confessionnels, mais pas à l'enseignement religieux, mentionnait que son plus jeune fils prendrait part, lui aussi, à la Limswende, mais aussi à l'enseignement religieux. De plus, on entendait moins parler, on utilisait moins le mot athéiste ou confessionslos, le mot pour sans confession. D'ailleurs, on entendait beaucoup moins parler de avant, ou quand on parlait de mots avant, quand on parlait avant sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Est, de Früher avant, on voulait dire de l'ancienne Allemagne de l'Est, et maintenant, c'était plus trop clair de quoi il s'agissait dans le discours. Quand le couple m'a raconté qu'il revenait d'une rencontre de parents dans la cathédrale pour la préparation de cette fameuse cérémonie de la Limswende, ils ont accentué qu'il entretenait une relation particulière à la ville et que la présence de l'imposante cathédrale, il y a une cathédrale énorme à Erfurt, servait de coulisses à cette célébration, ce qui était très chouette. Sur un ton sérieux, peut-être même un peu professoral, ils m'ont parlé de la Gloriosa, la vieille cloche dans la cathédrale, et se sont rappelés que les enfants l'avaient visitée alors qu'ils étaient au jardin d'enfants. Vous voyez qu'ils sont en train un peu de réécrire leur histoire. Je sais, ça ne veut pas dire que les enfants ou leurs parents sont religieux ou croyants. Cette fois, cependant, personne ne m'a fait la remarque l'année dernière, 2017. Quelque chose avait changé. Le couple dont je vous ai parlé s'identifiait maintenant à l'héritage confessionnel de la ville. Et là, on ne faisait pas vraiment la distinction entre catholiques ou protestants, c'était d'une façon plutôt générale. Ils s'identifiaient à la ville en tant que citoyens, bürger. Que pensaient d'autres lorsqu'ils me donnaient, non sans fierté, une visite de leur maison qu'ils ont restaurée dans la vieille ville? Tous les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mon étude, plusieurs d'entre eux, vont souvent parler de leur attachement à la ville et au centre-ville, la vieille ville historique, et comment les gens déménagent de plus en plus vers le centre de cette ville. En allemand, je dirais « Sie haben sich verbürgerlicht ». Ils se sont embourgeoisés, mais en français, je n'aime pas le mot « embourgeoisé » parce que ça renvoie à un terme que mes participants récuseraient d'emblée, et ça renvoie à une certaine tradition sociologique associée à Pierre Bourdieu qui ne rend pas compte de la situation ou de l'identification de ces gens. L'Église catholique a remarqué ce processus d'embourgeoisement, si je peux utiliser ce mot malgré tout comme l'association en charge de la Jugendweihe, qui accentuie aussi la proximité à la ville, l'histoire de la ville, l'architecture, pour faire la promotion des activités destinées aux jeunes. Quoique les catholiques le font d'une façon qui paraît plus chic que celle de la Jugendweihe. J'en arrive au mot de la fin, même si je sais que l'histoire n'est pas finie. Mes observations ont soulevé différentes réactions au cours des dernières années, des réactions qui, à mon sens, témoignent d'un processus particulier. Le détail observé concernant l'enseignement religieux a d'abord agacé les parents de mon étude et mes collègues de toute façon. Il ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait alors de l'Allemagne de l'Est. Si le détail pouvait être considéré plus qu'une anecdote, il fallait faire d'Erfurt un cas particulier en Allemagne de l'Est. La ville, m'a-t-on rappelé maintes fois, a plus de membres d'églises, 30%, que d'autres villes d'Allemagne de l'Est. Elle est différente du reste de la province et elle a une minorité catholique très dynamique, m'a-t-on dit. C'est possible. En revanche, l'observation concernant les cérémonies organisées par l'Église semble être entre-temps évidente. Dans cette réaction, je vois un indice qui donne un certain poids à ma possible explication concernant l'attrait remarqué pour l'enseignement religieux. Merci. Merci au professeur Thériault pour cette
communication pertinente, éclairante. En fait, le professeur Lawrence McFalls n'est malheureusement pas présent, alors nous allons passer à la prochaine conférence.